Tant pis. Donc voilà, moi c'est Greg, je tiens un blog depuis 1 an et demi maintenant, je joue depuis je compte plus. Et justement, puisqu'on allait parler d'immersion, je me suis dit qu'on allait en parler peut-être de façon pratico-pratique. Je veux dire, levez la main les MJ dans la salle, on va commencer par ça, voilà, fatalement. Levez la main les MJ qui en ont marre des joueurs qui sortent leur GSM pour jouer à Angry Birds quand... Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que c'est un symptôme en fait, c'est pas un mal en soi je pense. J'ai vraiment l'impression que quand un joueur décroche, c'est pas nécessairement de sa faute. Donc je vais parler au MJ là clairement, je vais vous expliquer un peu comment moi je pense qu'on peut essayer d'arranger le truc, comment on peut rattraper le coup. Et je vais surtout parler d'un problème, je veux dire si ça vous pose aucun souci que les joueurs décrochent, ou si les parties de 6 heures, où juste ce qui compte c'est de se retrouver en pote et raconter des bêtises, ça vous va, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Donc voilà, généralement quand les joueurs décrochent on se dit qu'on n'en fait pas assez, on se dit qu'il n'y a pas assez d'intensité, qu'on n'a pas bien préparé la scène, que les descriptions ne pètent pas, que les PNJ ne sont pas assez développés, que le rythme n'est pas bon, donc on a tendance à en rajouter, quoi, à se dire super crypté cette scène-là, quoi. La scène où le prince révèle que c'est lui qui a tué son frère et a pris sa place pour... Celle-là, elle va être super blindée, les PJ ils arrivent par la gauche, ils vont rencontrer tel personnage qui va lui sortir ça. En fait, je pense que le problème, il est là. Je pense que si les joueurs décrochent, c'est justement peut-être parce qu'on en fait trop. Parce que, techniquement, qu'est-ce qui va se passer quand on va blinder une scène? Est-ce que les joueurs vont voir... Est-ce que les actions des PJ vont pouvoir changer le déroulement de la scène? Ben non, on a blindé la scène. On sait qu'elle se terminera par la mort dramatique du traître, et on sait que le prince va annoncer ça, et on sait... Donc du coup, finalement, le joueur, il n'a pas besoin d'être attentif, parce que ça se passe malgré lui. Alors, avant de revenir là-dessus, je vais faire un petit tour de théorie en vitesse. Heureusement, il a super bien préparé le terrain, donc je vais pouvoir passer dessus à toute berzingue. Donc un jeu de rôle, là aussi, je pense qu'on est plus... Tout d'accord, un jeu de rôle c'est un jeu, c'est une activité ludique qu'on fait pour le plaisir, il y a des objectifs, il y a des règles, on en a plusieurs. Et c'est un jeu dont le terrain est une fiction. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas des pions sur une carte, ou si on le fait, c'est pas la carte qui est important. Ce qu'on manipule dans un jeu de rôle, c'est un personnage fictif dans des histoires qu'on raconte avec la parole. Là j'en ai déjà perdu 3. Oui, je sais bien, c'est une grosse évidence, et je vais passer tout mon temps d'élocution à dire des grosses évidences. Mais ça c'est important de bien capter ça, c'est que d'un côté on a cet univers fictif où il y a Grognar le nain et Glorfindel l'elfe et ils sont dans les catacombes de la mort imminente et sont en train de mêler du zombie. On ne peut pas les pointer du doigt, ils sont nulle part. Je veux dire, on ne peut pas pointer, le nain il est là, non il est nulle part le nain. Le nain il est dans les mots qu'on échange, dans les paroles qu'on a, dans le discours qu'on a tous ensemble. C'est une fiction quoi. Le pion dans le jeu est une fiction, le terrain est une fiction. Alors du coup, je me suis dit, puisqu'on a d'un côté un jeu qui produit de la fiction et qui en participe, on peut peut-être aller voir du côté des jeux, notamment des jeux vidéo, ce qui pousse à l'immersion. Là, je vais parler du flow, qui est une théorie que tu n'as pas abordée, mais je suis sûr que tu peux. Et on va aller voir du côté des fictions, ce qui fait qu'on rentre dedans, ce qu'on appelle la suspension volontaire des crédibilités, ou au théâtre, le principe d'adhésion par moment. Et puis je vais faire un petit détour par les généraux parce que je ne sais pas parler de jeu de rôle sans parler de ça, le principe de l'unplay. Vous allez voir, ça aussi c'est une putain d'évidence. Je suis désolé, je jure horriblement. Donc le flow. Le flow c'est quand on est dans le jeu. C'est n'importe quel jeu, c'est qu'on est dedans. C'est complètement isomorphe à ce qu'il racontait sur l'immersion romanesque. C'est voilà, on est parti dans sa partie de Tetris. On ne sait même plus qu'on a une Game Boy en Mac, on est son cul dans le canapé. Non, c'est bon, on ne voit même plus les blocs limite. On sait juste que le prochain c'est un S, qu'il faut que la barre elle arrive là, on est à fond dedans. Le joueur et l'activité ne font plus qu'un. Alors le flow, ça a des attributs qu'on peut voir, c'est notamment, voilà, il y a la focalisation sur la tâche, on oublie le monde extérieur. La dilution de la conscience du sujet dans l'activité, ça veut juste dire, c'est ce que j'ai dit, on ne réfléchit plus. Ce qu'on fait, c'est par réflexe. On n'a même plus conscience d'être un joueur face au jeu, on est juste les décisions qu'on prend au fur et à mesure. Et puis il y a cette impression de gérer à mort. Le flow se déclenche quand on sait ce qu'on fait, quoi. Quand en effet on a réussi à mettre cette barre horizontale juste sur la blague, qu'on a fait 4 lignes dans le coup, enfin, là on est dans le flow.
Et alors il y a un terreau qui est propice au flow, c'est-à-dire c'est des conditions qui font que le flow, ça se provoque. Alors il faut que le participant soit volontaire. Vous n'allez pas rentrer dans un jeu si on vous met un flingue sur la tête et qu'on dit vas-y joue à Tetris. Il faut qu'il maîtrise l'activité, il faut qu'il sache ce qu'il fait. Pour reprendre l'exemple de Tetris, il sait parfaitement, instinctivement que le bouton de gauche ça tourne à gauche, le bouton de droite ça tourne à droite, etc. Il faut que le challenge soit suffisant pour nécessiter son attention. Si on vous demande d'empiler des gobelets, vous allez trouver ça chiant, vous n'allez pas être dans le flow. Il faut qu'il y ait un feedback constant. Ça aussi c'est très bête, en fait. Il faut juste que, quand le joueur fait quelque chose, il voit si ça a réussi ou non et il peut corriger le tir très vite. Il faut qu'il y ait cet aller-retour constant. Un jeu d'échecs par correspondance, vous n'allez jamais être dans le flow. Vous allez jouer votre coup, vous allez l'oublier 3 jours après, puis vous vous rappeler, puis regarder l'historique des lettres pour voir où on en est. Par contre, une partie d'échecs en live, on peut être dans le flow très vite. Et puis, il faut surtout que le joueur ait une chance de réussir. Il faut qu'il sente qu'il puisse arriver à ça. Alors, on peut se demander un peu ce que ça a à voir au niveau du jeu de rôle, puisque dans le jeu de rôle, on n'a pas vraiment d'objectif, les règles sont assez malléables, etc. Mais en fait, dans le jeu de rôle, ce qu'on veut, c'est raconter quelque chose. Quand je suis joueur, quand j'ai mon personnage, je me suis fixé quelques plans avec mon perso, je me suis dit, tiens, ce serait bien que mon guerrier, il finisse baron, avec une femme et des enfants, qu'il ait son petit bruit. Ça, c'est mon objectif narratif, c'est l'histoire que j'ai envie d'arriver à raconter pendant les parties. Il y a des règles, qui sont non seulement les règles du bouquin, mais aussi toutes les règles des interactions qu'on a au niveau du groupe. On sait par exemple que si on commence à parler romance au MJ qui aime bien ça mais qui n'arrive jamais à en placer, il va être tout content, il va nous mettre plein de PNJ, donc on va le faire, on peut maîtriser cet aspect-là. Le feedback constant, ça va être le point sur lequel je vais revenir. Et les chances de réussir, réussir à un jeu de rôle, c'est comme je disais, c'est arriver à raconter plus ou moins l'histoire qu'on aurait bien aimé raconter sur notre perso. Si on sent bien que la partie est bloquée et qu'on ne pourra rien changer à ce qui se passe, on ne va jamais être dans le flow. Si de toute façon, quoi que je dise, la partie de scénar va se terminer toujours de la même façon, pourquoi est-ce que je m'y intéresserais? Et alors, qu'est-ce qui se passe quand le flow se casse? Pourquoi est-ce que le flow se casse? 3 comportements, je suis sûr, tous les MJ l'ont vu à leur table, chacun. Premier, c'est l'apathie. Le joueur n'a pas les compétences pour, et n'a pas un challenge suffisant. Donc non seulement il ne sait pas quoi faire, mais en plus il ne se passe rien. Donc en gros, il va soit attendre que ça se passe, en faisant autre chose, soit se lever et aller faire autre chose. Ça, c'est les joueurs qui foutent rien qu'on se plie. Il y a l'ennui. Ça y ressemble fort, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, l'ennui, le joueur a les compétences pour. C'est un bon joueur, il sait interpréter son personnage, il sait jouer avec les autres joueurs, il sait rebondir sur les idées des MJ, mais voilà, il n'y a pas de challenge. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à trouver ses propres challenges. C'est le voleur qui va commencer à les piquer dans les bourses des autres joueurs, parce que ça fait 3 séances qu'on ne lui a pas proposé un cambriolage. Et puis il y a l'anxiété. On n'a pas les compétences, mais alors le challenge il est là. En jeu vidéo, on appelle ça le rage quit, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sabote la partie de façon généralement spectaculaire et on se casse. Et ça, c'est les joueurs qui vont foutre la partie en l'air systématiquement parce qu'ils n'en touchent pas une et ça les emmerde. Donc ça, c'est le flow. Je dis de la théorie, je trace à fond parce que j'ai envie de poser les bases. Et comme je dis, cette base-là, c'est des évidences. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce que je viens de dire, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on ne fait pas le lien entre ce qu'on considère comme des évidences et ce qu'on fait vraiment autour de la table. Alors, le deuxième grand morceau, si je vais trop vite, dites-le, je trace. Des questions sur le flow? Ou j'ai déjà perdu tout le monde? J'ai déjà perdu tout le monde, ok, c'est bon. Mission accomplie. Je vais réduire un peu la vitesse sur la suspension volontaire d'incrédulité. Ça aussi, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Oui. Ouais, ben oui. Là, la suspension volontaire d'incrédulité, c'est complètement ce qui est raconté sur l'immersion. C'est le moment où on oublie que le film a été fait avec des acteurs et un réalisateur qui tenait une caméra et que c'est juste des images en 2D projetées sur un écran et qu'on est notre derrière dans le caméra. On a oublié tout ça, on est dedans. Et là aussi, là par contre, j'ai pas les références intellectuelles de monsieur, donc j'ai pas pu vous faire un joli tri. J'ai juste regardé toutes les théories là-dessus, sur ce qui se passait en théâtre, en littérature, tout ce que j'ai pu mettre la main dessus.
et j'ai regardé ce qui m'intéressait par rapport au jeu de rôle dedans, est-ce qu'on pouvait faire un lien. Alors la suspension volontaire d'accrédité, donc c'est une suspension volontaire, il faut que ça se fasse lui-même, il faut vraiment qu'on vienne, encore une fois, on ne va pas rentrer dans un film si on nous traîne par les pieds pour aller le voir, quoi. C'est pas obligatoire pour aimer quelque chose, comme il disait. On peut complètement aimer un film sans rentrer dedans. Et ça ne marche que si on veut bien. Le spectateur est complice, quoi. Il a envie de se lancer dans le film, ou dans la fiction, dans le roman. Et surtout, certaines fictions nous aident à le faire. Il y a des fictions qui arrivent finalement à nous aspirer dedans plus facilement que d'autres. Et quand on regarde un peu ces fictions-là, il y a des tendances. Donc généralement, la suspension volontaire d'accrédité, elle fonctionne avec des fictions qui savent se faire oublier en tant que fiction. Genre, on ne voit pas nécessairement les artifices scénaristiques, ou on ne voit pas les ficelles, ou le réalisateur ne s'arrête jamais pour faire un gros clin d'œil pour vous dire « Hey, n'oubliez pas, c'est un film. » Il y en a. Et ça peut être des bons films, hein, c'est pas ça, mais c'est sûrement pas des films dans lesquels on va rentrer. Il faut qu'ils aient une logique interne. Il faut que ce qu'on voit à l'écran soit la cause de ce qu'on a vu avant et la conséquence de ce qui va venir après. Même si on n'a pas toutes les informations en main, il faut au moins qu'on sente que c'est là. Si je dis une bêtise, s'il y a des spécialistes dans la salle, vous levez la main et vous criez. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais et je ne pense pas que ce soit une bêtise. Mais on peut fonctionner en fiction sur des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'impression que de l'ordre de la logique. On peut parfaitement avoir un film qui est extrêmement découpé, où on n'a aucune explication, où on va avoir, par exemple, comme dans Memento, un processus qui n'est absolument pas chronologique du récit. C'est pas un souci. Oui, j'essaie d'exprimer ça, mais j'ai pas réussi à trouver une formulation. En plus, j'y pensais à Memento, justement. Memento, en fait, il t'offre une clé dès le début. Il te dit, voilà, le personnage a une mémoire, en gros, qui fonctionne à l'envers, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, il te donne une clé qui va te dire que, justement, le côté disjoint peut se faire oublier dans la fiction. Mais malgré tout, une logique interne. Même si tu n'as pas toutes les clés, tu sens qu'elle est là. C'est plutôt semble avoir une logique interne. Sachant que cette logique peut être complètement émotionnelle. Voilà. Si vous voyez à quoi ressemblent les films de Terrence Malick, par exemple, vous allez regarder beaucoup de gens qui font rien pendant des plombs. Et c'est passionnant. C'est pas grave, ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là l'impression que ça transmet. Dans une narration, il y a souvent aussi cette notion d'impression, et tant que l'impression, elle, vous intéresse, vous pouvez rester attentif à une fiction, même si techniquement il ne se passe pas grand-chose et vous ne comprenez rien. Ça peut être intéressant quand même. Par contre, ça s'adresse à un public un peu choisi. Là. Faut être The Fountain est un autre bel exemple. Dans un film qui fonctionne sur une logique presque purement émotionnelle. Donc ça doit y avoir une logique interne, ça doit être aussi un minimum imprévisible. Même si, après coup, on se dit « ouais, c'est normal que ça se passe comme ça », au moment où ça se passe, on se dit « oh, hein, quoi ? Comment ça ? Neo, en fait, n'est pas une vraie personne, mais est une simulation informatique pour que les robots dominent le monde, pour produire de l'électricité, pour quoi encore ? Voilà. Au moment où ça se passe, on se dit « hein ?» Et puis après, on se dit « oui, non, en fait, ça explique pas mal de choses. » Ça va parler de vrais gens. Ça, c'est un peu particulier, mais en gros, on peut partir sur des univers complètement fantasques tant que les personnages agissent d'une façon où vous vous dites « ouais, je connais quelqu'un ou je suis quelqu'un qui aurait pu réagir comme ça ». Si on n'a pas ça, si on n'a pas cette logique, il y a un truc qu'on perd. Il faut des vraies motivations, il faut des vraies envies, il faut des vrais comportements. L'exemple tout con pour montrer les différences entre les deux, c'est dans Star Wars, vous voyez Han Solo ? Vous voyez tous Han Solo dans Star Wars. Je crois que tout le monde ici peut décrire Han Solo dans Star Wars sans citer ni son métier, ni ses vêtements. Hein ? Ouais, décris-moi Han Solo. T'as pas le droit de me dire ce qu'il fait dans la vie et comment il s'habille. Si je te dis que c'est un criminel au grand cœur, qui hésite si j'ai pas le droit encore... de dire ce qu'il fait dans la vie, j'ai pas le droit de dire son métier de pile, ou bien j'ai le droit d'écrire ce qu'il fait. Oui, tu peux décrire plus ou moins ce qu'il fait, mais tu peux... Son caractère, si c'était une personne que tu C'est un connaissais... mec qui n'a pas grand chose à fiche des lois du moment qu'elle lui semble pas justifiée. C'est quelqu'un qui aura tendance à faire passer un peu son ressentiment avant forcément la logique, et puis qui a une énorme confiance en lui-même. Ok, j'aimerais bien que tu fasses... Cynique aussi. Ouais, quoi ? Un petit peu cynique aussi. Exactement. Maintenant, j'aimerais bien que tu me décrises Qui-Gon Jinn, sans citer ni ses vêtements, ni son métier. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus chaud.
Voilà, bah, c'est le maître d'Obi-Wan dans le premier épisode de Star Wars. C'est donc manifestement quelqu'un dont on n'a rien à foutre dans ce film. Voilà. Il est là, hein. On le voit pendant la moitié des scènes du film, mais incapable de dire ce qui le motive, pourquoi il fait ce qu'il fait, qui il aime bien, qui il aime pas. C'est la volonté de Ben oui, mais c'est ça. En fait, finalement, ça rejoint tout ça. Ces 4 points-là, ça rejoint ça. Hein. C'est se faire oublier en tant que fiction. À partir du moment où on croit au personnage comme si c'était une vraie personne, on oublie que quelqu'un l'a écrit, que quelqu'un le joue, que quelqu'un l'a costumé, etc. Jar Jar. Qui tu vois, Jar Jar. Voilà, je parle de Jar Jar, et c'est après qui, voilà, ça porte la Le personnage le plus énervant de tout l'univers. Même le projecteur ne supporte pas là. Celui que même un Jedi passerait du côté obscur rien que pour en finir avec lui. Non, on demanderait une dispense, une bénédiction. Un jour, on pourra monter les films soi-même en rajoutant des images, je vous jure, je vais vous faire la meilleure version des vidéos. Jar Jar meurt dans les 5 premières minutes. Oui. Ça, dernier point, donc laisser de la place au public. Ça, c'est le plus subtil, mais finalement, on se rend compte que quand on le fait, ça marche vachement bien. C'est un peu le sens de la phrase « montrer, ne pas dire ». On peut placer des méchants, on peut placer des gentils, mais il ne faut surtout pas dire « lui c'est un méchant, lui c'est un gentil ». Faut laisser un peu de place pour que le public puisse se faire son jugement sur ce qui se passe. Il faut aussi parfois lui laisser des énigmes, pas tout lui expliquer pour qu'il aille chercher. Il faut laisser de la place pour que le spectateur puisse lui-même apporter son interprétation, puisse discuter tout seul dans sa tête ou avec ses potes après le cinoche. Ça c'est important pour qu'on rentre dedans à ce moment-là, parce que c'est ces petits mystères qui vont faire qu'on va rester accroché. C'est si même de ça il est si gentil, pourquoi est-ce qu'il a encore trahi les 2 gamins dans les 7 cités d'or? Et pourtant ça s'explique après. Voilà, c'est laisser de la place au public. Alors, je termine le petit tour de théorie ultra rapide par le principe de gameplay, parce que je ne peux pas parler de jeu de rôle sans en parler. C'est pour moi le principe fondateur qui me permet de réfléchir au jeu de rôle en tant qu'activité et d'arriver à construire des jeux qui tiennent plus ou moins la route sans tâtonner. C'est pour que quelque chose se passe dans la fiction que crée une partie de jeu de rôle, il suffit et il faut que tous les participants, joueurs comme MJ, acceptent que ça se passe. Il neige, et tout le monde hoche la tête. Ok, c'est bon, c'est vrai, parce que quelqu'un l'a dit, et tout le monde est d'accord. Il neige, ben non, il neige pas, on est en juillet. C'est pas vrai. Il a suffi d'une personne autour de la table, et ce n'est plus vrai. Une fiction dans le jeu de rôle se construit simplement par les assentiments, on va dire, successifs et tacites de tout le monde au fur et à mesure de la partie. Et quand on n'a pas ça, ça décroche. Alors on parle souvent d'autorité en jeu de rôle. L'autorité est une manière d'arriver à cet assentiment. C'est je suis le MJ et je vous dis qu'il neige, nom de jeu. C'est pas toujours la meilleure. C'est pas la pire. C'est pas la pire non plus. Je veux dire, elle a son utilité, quoi. Alors en pratique, comme je disais, on a envie de scripter les scènes importantes pour être sûr que ce soit dramatiquement bien, que les dialogues soient bien ciselés, que les informations soient bien toutes là, que le rythme est bon, que le décor soit joli, etc. Et laisser les joueurs s'amuser pendant les scènes qui n'ont pas trop d'importance. C'est bon, il va rien se passer d'important dans ma tête dans les 5 premières minutes, donc en gros les PJ peuvent faire ce qu'ils vont, qu'est-ce que vous faites, vous allez à l'auberge, etc. Et il ne va rien se passer d'intense à ce moment-là. Mais en fait, si on n'a pas besoin des PJ pour que l'histoire avance, si le scénario peut avancer sans que les PJ ne fassent rien, pourquoi est-ce que les joueurs s'intéresseraient à la partie? C'est une bonne question. Ils pourraient s'intéresser, mais ils ne sont pas de raison de participer. Ben oui, c'est ça, ils ne seront pas participatifs. Alors, ah oui, c'est ça, c'est ce que je veux, c'est là, c'est le mec qui tourne des pouces, moi j'ai envie qu'il soit là, qu'il regarde. J'irai même plus loin, j'ai envie que les joueurs à qui c'est pas le tour, genre on a scindé le groupe, et il y a le voleur qui fait son truc dans son coin, moi, perso, je sais pas si c'est l'envie de tout le monde, mais moi j'ai envie qu'à ma table, on fasse pas un aparté, le voleur il reste à la table, et les autres joueurs ils écoutent, et ils soient contents d'écouter, quoi. Et voire même ils réagissent. Ils disent « Oh, viens, l'enculé, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, vas-y, pète-lui la gueule, c'est un salaud celui-là, je l'ai croisé. » Voilà, j'ai envie qu'il y ait des réactions qui se provoquent autour de ma table, quoi. Et donc, en compilant un peu tous les trucs sur le flow et tous les trucs sur la dramaturgie, je me suis dit, tiens, je vais essayer de tracer quelques principes et puis une petite checklist en cours de partie pour quand ça dérape.
Alors les quelques principes, moi j'ai envie de vous dire, déjà en tant qu'MJ, faites-vous oublier. C'est comme Olivier disait, le jeu de rôle, on a toujours envie de mettre les tripes à l'heure, et c'est peut-être bon quand on apprend le jeu, ou quand on prépare la partie, mais pendant la partie, je suis pas sûr. Et je crois qu'on est tous d'accord, un MJ, sur la narration qui va se passer, sur l'histoire qui va se passer, il a un pouvoir quasi sans limite, quoi. La seule limite de son pouvoir en jeu de rôle traditionnel, c'est les joueurs se lèvent en masse et se cassent. Tant que ça ne se passe pas, il peut continuer à bourrer tant qu'il veut, quoi. Et j'ai envie de vous dire, voilà, faites-vous un peu oublier. C'est un pouvoir qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que justement, quand on en abuse, ben, on arrive dans le travers des joueurs qui n'ont pas besoin d'être là pour que la partie se passe, en fait. Donc pas leur forcer la main, quoi. Vraiment, leur demander régulièrement ce que leur personnage fait, prendre ça en compte. Et alors, évidemment, vous allez me demander, mais si je ne sais pas comment la partie se termine, comment je prépare mon scénario, quoi. Alors, vous dire, préparez pas un script, préparez pas une suite de scènes, mais préparez un bon terrain de jeu bien dense au début, une situation de départ et quelques idées de comment elle va évoluer si les PJ n'étaient pas là. Et puis lâchez les PJ dedans. Alors vous me dites, lâcher les PJ dedans, mais comment est-ce que je vais savoir quoi raconter? Je vais y venir un peu après. Laissez-les avoir leur avis. Alors profitez de leur point de vue. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez envie, alors vous avez fait votre campagne et le grand méchant c'est, je sais pas moi, Morgul, la liche invincible. Et vous avez vraiment envie que Morgul, la liche invincible, ce soit le méchant, quoi. Et Morgul, il règne sur une terre où il y a quelques paysans qui grattent de la boue, et pour une raison ou pour une autre, il les a tous massacrés. Il a planté son drapeau avec une tête dessus en plein milieu du village qui brûle, et les PJ arrivent. Et les PJ se disent, bah non, mais il a eu raison, quoi. Je veux dire, c'est des pouilleux rescapés du village d'à côté où ils ont foutu un brin pas possible. Ils viennent s'installer sur cette terre sans demander l'autorisation. Ben non, Morgul, il a complètement raison de cramer le village. Ben, j'ai envie de vous dire, laissez-les faire, quoi. Pourquoi est-ce que vous allez... Enfin, il n'y a pas spécialement de raison de pousser les joueurs à haïr Morgul. Pas, en tout cas, en leur disant, non, Morgul, il est méchant, quoi. Alors, vous allez peut-être, justement, profiter du fait que maintenant que les PJ sont proches de Morgul, ils vont peut-être pouvoir commencer à explorer vraiment pourquoi Morgul il fait les trucs. Et peut-être qu'à force ils vont trouver ça dégueulasse. Ou peut-être qu'ils vont finir en paladin, bras droit de Morgul et faire régner la terreur sur le monde. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose après tout. C'est laisser au PJ la place de personnages principaux dans l'histoire qu'on raconte tous ensemble. Et c'est finalement de ça dont on parle. Si à un moment les joueurs n'ont plus l'impression... On leur promet ça, c'est mis dans 9 bouquins de jeux de rôle sur 10. Les PJ sont les héros de l'histoire qu'on raconte. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à chaque fois, ça ne veut pas dire que c'est les personnages les plus importants du monde, mais ça veut dire que l'histoire qu'on raconte maintenant, l'instantané du monde qu'on a maintenant, la caméra elle est sur eux. C'est pour ça que c'est des PJ. Si on leur dit absolument non, vous êtes des héros, vous devez faire ça, bah vous leur privez leur choix, leur libre arbitre, la raison pour laquelle ils jouent au jeu de rôle. Parce que pour une fois, j'ai pas envie de gueuler aux héros stupides du film, mais non, tourne pas à droite. J'ai envie d'être le héros du film et de ne pas tourner à droite. Alors si derrière j'ai un G qui me dit non, tu tournes à droite, j'ai un peu l'impression qu'on m'a menti. Donc montrer, n'expliquez pas, balancer du bois, montrer plein de trucs intéressants aux joueurs, mais surtout laissez-les faire ce qu'ils veulent par rapport à ça, et suivez après pour remettre des taquets. J'y viens. Parce que c'est bien beau de laisser les joueurs s'étioler, mais s'ils commencent à aller à gauche, à droite et qu'il ne se passe rien quand même, ça ne va pas les intéresser. Alors, les actions des PJ changent le déroulement de la partie. Chaque fois que les PJ vont faire un truc, demandez-vous comment est-ce que ça va réagir en face. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Je veux dire, voilà, il y a la fameuse scène où dans votre tête vous avez prévu, le prince va révéler qu'il est son jumeau caché, etc. Les PJ arrivent, le prince fait ça, et le barbare du groupe dit, bah, j'attrape, j'ai mes armes, bah non, t'as des armes, là j'attrape une torche et je lui mets dans la figure. Et là je me revois moi à 15 ans, tout blanc, on me dit, putain, je fais non, parce qu'il y a des gardes, c'est pas une bonne idée. Non, fais pas ça, enfin non, c'est dégueulasse, c'est de faire l'anti-jeu. Moi j'ai envie de dire, plutôt que de dire non, fais pas ça, dites-lui simplement, ok, tu auras sûrement le temps de lui mettre la torche dans la figure, mais il y a quand même 12 gardes autour, ils vont t'attraper. Et s'ils t'attrapent, tu vas pas être content, quoi.
Et il laissait le joueur. Si ça se trouve, il dit, ouais, après l'affiche, le duc est en papauté de première, il mérite bien que je le défigure avec une torche, et ils peuvent bien me torturer, moi je suis un barbare. Tant que, parfait. On a une super histoire, mine de rien. Là, on a une histoire géniale. On a un prince qui a trahi son royaume, le barbare qui se rebelle, qui peut devenir... Enfin... Donc, bloquez pas, surtout pas bloquer. C'est le truc à pas faire en partie de jeu de rôle. Faut pas bloquer, faut annoncer les conséquences comme vous le sentez. Et pousser les joueurs à refaire d'autres actions qui elles-mêmes vont amener d'autres conséquences, et ainsi de suite. Ça va... Ouh, mes notes. Alors, vous allez me dire, je prépare pas de script. Je raconte, je prends pas la parole tout le temps. Je fais quoi pendant la partie? Bah, vous jouez. Je veux dire, vous avez placé une situation de départ qui provoque les joueurs. Je veux dire, vous avez placé un truc qui leur dit, il faut que vous agissiez maintenant. Le royaume est assiégé, il faut que une bande de courageux traîne savate dans une auberge, s'associe. Et donc vous avez des PNJ, vous avez des situations, des relations, une situation de départ qui ne demande qu'à exploser. Un bon scénario, c'est ça. Tous les bons scénarios, c'est ça. C'est une situation qui va dégringoler. Eh bien, allez-y, demandez aux joueurs, qu'est-ce que vous faites? Ils font un truc, demandez-vous, ok, quel PNJ est présent, quel PNJ le sait, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en retour? Faites-le. Ça peut être instantané. C'est, je prends la première bière sur le comptoir de l'auberge. Eh ben, il y a un gros barbare derrière qui est en train de te gueuler que c'est sa bière. Et que tu la reposes, sinon t'as une baffe. Ah ben, je vais pas me laisser impressionner. Et ben, il s'est passé quelque chose. Et ça a été un simple cycle de je laisse les joueurs faire, j'annonce une conséquence, le joueur décide de réagir sur cette conséquence, je remets la sauce, et ainsi de suite. Ça peut suffire à mener des parties, ça peut aller très loin, en fait, des trucs comme ça. Des campagnes entières peuvent se traîner là-dessus. Je ne l'ai pas cité, mais j'ai retrouvé une interview du mec dont j'ai oublié le nom, qui a écrit la campagne de l'ennemi intérieur pour Warhammer. Où il explique qu'en fait, la campagne qu'il a sortie dans le commerce, c'est pas la campagne qu'il a jouée. C'était pas ses notes, c'était le compte-rendu de la campagne qu'il a jouée. Lui, il avait un truc beaucoup moins linéaire et beaucoup plus étendu. On le retrouve d'ailleurs dans le scénario. Mais à la base, il allait beaucoup plus loin que ça. Il n'avait pas prévu de scène de fin. Il n'y avait pas besoin. Il y avait un traître, il y avait un mec puissant mais dans la merde. Il y avait les PJ qui arrivaient, qui avaient des liens avec tout le monde. Et il y avait en plus un troisième larron qui essayait de profiter de la situation, pas à travers les PJ. Il suffisait de laisser dégringoler les dominos et de voir où ça mène. C'est ça que je veux dire par ne décidez pas d'une fin à l'avance. Laissez les enjeux ouverts. Voyez où ça vous mène. Si vous avez déjà commencé à se finir au début du jeu, vous n'avez pas besoin des joueurs. Plutôt que dire ça va se terminer comme ça, utilisez un enjeu, utilisez une question, demandez-vous est-ce que ça va se terminer comme ça? Et à la fin, le prince félon meurt. Non. Moyen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le prince félon va mourir? Ou est-ce qu'il va faire régner la terreur sur la contrée? Eh bien, ça va dépendre en partie des actions des personnages, en partie des réactions des PNJ, en partie de tout ce qui va découler. Et donc ça, c'est en général. C'est des trucs qui permettent d'éviter, de préparer un terreau propice à ce que les joueurs soient dans la partie. C'est pas les seules méthodes. Je suis même pas nécessairement sûr que ce soit les meilleures. Maintenant, c'est des méthodes que j'applique régulièrement et qui marchent. Et il y a d'ailleurs de plus en plus de jeux qui codifient ça, qui vous donnent la recette pour faire ça, de bien meilleure façon que je le fais moi, parce qu'ils vous le font en pratique. Il y a des jeux qui vous disent, cachent, voilà comment préparer votre partie. Alors oui, ça fait peur de la préparer comme ça, mais vous allez voir, ça va marcher, parce que derrière, en plus, il y a des règles de résolution qui vont profiter de ça. Je pourrais citer Apocalypse World, mais ce serait vendre la soupe. Mais notamment Apocalypse World fait ça. Très bon, pas cher, très joli. Mario. Voilà. Mal maquetté. Oui, ben ça va. Alors ça c'est en général, mais alors qu'est-ce que je conseillerais de faire? En tout cas, qu'est-ce que je fais moi quand un joueur décroche pendant la partie? Quand je suis là et qu'on est tous autour de la table et que je suis en train de dire, et à ce moment-là, la porte du tombeau explose et la liche sort et qu'il y a un joueur qui est en train de faire une pyramide excédée, alors que c'est le guerrier du groupe et que je m'attendais à ce qu'il me hurle baston. Et ben c'est des questions que c'est des questions que je me pose généralement. Enfin, je ne les pose pas
rédigé comme ça, en fait je me les pose même pas verbalement. Mais est-ce qu'il y en a un qui moufte? Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y en a un qui... Ou qui dit ouais, non, c'est n'importe quoi? Si oui, faut l'écouter. Sérieux, faut l'écouter. Faut pas nécessairement lui donner raison, faut pas nécessairement faire ce qu'il veut, mais il faut tendre l'oreille. Parce que comme je l'ai dit, une partie de jeu de rôle, ce qui devient vrai pendant la partie, c'est ce que tout le monde accepte pour vrai. S'il y en a un qui décroche, il risque d'entraîner les autres. Ouais. On en revient à la neige en juillet en fait. On en revient à la neige en juillet, totalement. Il a peut-être raison en fait de râler. Et toi en tant qu'elfe, t'as peut-être complètement oublié que c'était juillet quoi. Est-ce qu'il vaut mieux écouter le joueur ou utiliser une approche autoritaire comme on parlait tout à l'heure? Alors je vais utiliser la réponse de Normand, bah, ça dépend. Ça dépend en fait de la réaction du type, effectivement. Je veux dire, ça c'est pas nécessairement qu'il a raison ou qu'il a tort, c'est juste un indice que tu dois réévaluer ta partie. Et réévaluer ta partie, c'est un mot, ça veut juste dire, je m'arrête 5 minutes, je me rappelle de ce qui est en train de se passer là maintenant en général, je prends un peu de recul par rapport à la situation, et je me dis, est-ce que oui ou non? Oui, en effet, j'ai oublié qu'on était en juillet, donc non, il neige pas, c'était très bête de ma part, par exemple. Après, si c'est pour révéler la présence d'un sorcier de haut niveau, c'est très efficace. Hein. Oui, par exemple. Voilà, l'autre exemple, c'est tu t'es dit, non, justement, il y a de la neige en juillet, c'est ça qui est bizarre. Et là, justement, là, on est plutôt dans, là, je te donne une bonne raison d'agir, grand, là. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là. On est en juillet, neige. C'est 2 points plus loin, mais c'est complètement loin. Est-ce que la situation réclame leur attention? C'est-à-dire, est-ce qu'il se passe quelque chose il se passe quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'on est tous en train de jouer à la belote dans l'auberge? Bah oui, alors faut pas s'étonner que les joueurs décrochent, il se passe rien d'intéressant. Alors qu'est-ce que je conseille de faire? Qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors ça a l'air complètement bateau dit comme ça, mais en pratique c'est justement utiliser les causes et les conséquences, la logique interne, les motivations des personnages et l'imprévisibilité. Je me demande, enfin perso, hein, moi, je me demande à ce moment-là, ok, il se passe rien, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pendant ce temps-là se passe autre part? Il discute de quoi le grand méchant là, avec son sbire? Et depuis combien de temps? Parce que ça fait peut-être 4 heures qu'ils sont en train de discuter. Il a sûrement envoyé un assassin en fait. Alors les joueurs ne savent pas tout ça. Mais ils vont le sentir par après. Ils sont en train de jouer belote, la fenêtre explose, un assassin arrive, il se passe quelque chose, leur attention est là. Et alors, au début, déjà, vu qu'on leur demande d'agir, ils ne vont pas réfléchir à pourquoi. Et puis après, parce que vous avez fait ça en partant de ce qui s'est passé avant et en envisageant plus ou moins ce qui va se passer après, c'est-à-dire, selon le PNJ, les PJ meurent et il a la paix, ça crée une logique narrative, et donc les joueurs n'ont pas l'impression que vous sortez ça de votre chapeau. C'est l'approche de Chandler. Quand je sens que la tension descend, je fais rentrer un mec avec un flingue. Exactement. Oui, complètement. Il est là-dedans. Et vu que Chandler faisait des histoires criminelles, il pouvait toujours retomber sur ses pattes. Pas avec un mec avec un flingue. Il y avait toujours bien quelqu'un qui a une raison d'entrer avec un flingue dans la pièce. C'est des ninjas des boules. À Feng Shui, ça marche très bien, parce qu'à Feng Shui, on n'a même pas besoin d'excuses pour balancer des ninjas. C'est logique. Il y a des jeux comme ça où il y a des trucs qui marchent tout seuls. C'est n'importe quel jeu post-apo, un truc casse ou quelqu'un meurt d'une maladie. Paf. Et c'était quelqu'un ou quelque chose d'important. C'est évident et on n'a même pas besoin de le justifier. Mais en gros, c'est, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire l'attention des joueurs? Non. Ok, quelle est la première excuse que je vois dans la situation pour leur balancer un truc dans les pattes? Alors c'est la première excuse, c'est pas nécessairement la meilleure, c'est juste, il me faut une excuse. Il me faut un truc qui fasse que, ouais, non, c'est logique finalement que ça arrive. Est-ce que les joueurs peuvent y changer quelque chose? Parce que ça, ils le sentent. Les joueurs, il leur manque que la parole. Hein. Franchement, je suis fasciné, moi. Ils sentent ça, la peur aussi. Est-ce qu'ils peuvent y changer quelque chose? Ils vont le sentir. Et si en effet, ils peuvent rien changer à la situation, si quoi qu'ils fassent, la situation se terminera pareil, il y a beaucoup de chances qu'ils ne vont pas accrocher plus que ça. S'ils le font, tant mieux. Vous avez les joueurs. Parfait. Alors, qu'est-ce que je fais quand je me rends compte qu'en effet, ma scène, en fait, les joueurs peuvent rien y changer. J'ai juste placé cette scène-là pour que le vieux de la montagne leur raconte l'histoire de la liche. Et donc, les joueurs décrochent. Donc, ça veut dire que l'histoire de la liche commence à les scier profond. Je clôt la scène.
le plus vite possible. Je fais ce qu'elle a à faire, ok, le vieux de la montagne va commencer à faire la version PowerPoint, et puis ellipse, on est 2 jours plus tard sur la route, qu'est-ce que vous faites, vers où vous allez, quoi. Je leur rends la main. Est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent changer quelque chose? Parce que ça m'arrive, je sais pas vous, moi ça m'arrive plein de fois. Il y a plein de moments où je suis en train de faire une scène, et j'attends que les joueurs fassent quelque chose. Genre à Cthulhu, c'est la congrégation amène le sacrifice ligoté, et les joueurs. Oh mon Dieu, ils amènent les sacrifices! Et ils le placent sur la pierre sacrificielle. Oh mon Dieu, ils sont en train. Et ils ont sorti un couteau là! Les mecs, vous êtes 6 et vous avez des flingues! Voilà, ça, faire ça, leur dire, leur rappeler, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Le qu'est-ce que vous faites, c'est la formule magique en gros. C'est la première qu'on apprend comme maître de jeu. Ouais, mais elle va fonctionner quelque part que si ça est résolu. Si quelqu'un n'est pas content, tu vas lui demander ce qu'il fait, bah, il va saboter le jeu, il va faire de l'anti-jeu, il va être en fait d'anxiété. Si elle ne demande pas leur attention, tu vas leur demander ce qu'ils font, ils vont raconter, ils vont dire la première chose qui leur passe par la tête, puisque ça n'aura pas de conséquences. Si par contre, en effet, ils sont dans une situation où ils vont pouvoir changer les choses s'ils bougent, et qu'ils ne le font pas, ouais, c'est qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Et voit-il quoi faire? Ça, c'est le problème de l'anxiété, parce que parfois, ben... La victime. Voilà. Voilà, oui, je tue la victime. Pourquoi? Bah, comme ça, elle est morte. Mais aussi, pourquoi? C'est une question qu'on a posée très souvent, en fait. Voit-il quoi faire? Leur donner des pistes, leur balancer des ouvertures, c'est genre, ok, ça fait 3 fois que vous leur demandez ce qu'ils font pendant ce sacrifice et ils osent pas, parce qu'ils n'arrivent pas, ils trouvent plein d'excuses, mais non, ils sont plein de cultistes, et puis ils ont sûrement des dynamiques quelque part, et il y a un monstre qui va arriver, et les sangliers à manger un truc pas frais. Et balancez-leur une opportunité du genre, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a encore un vieux câble qui pend de la paroi où vous êtes, et qui, si tu l'attrapes, pourrait peut-être mener pile sur le sacrifice en esquivant les 100 000 cultistes que j'ai décrits dans un élan, là, parce que j'étais super chaud. Et je me rendais pas bien compte, c'était un peu impressionnant quand même. Mais non, si tu prends cette corde-là, tu fais un jet d'agilité, tu vas peut-être te fouler la cheville, mais tu seras là, quoi. Donc leur filer des pistes, leur balancer des œufs, des ouvertures, les engager à l'action, quoi. Donc voilà, en gros, je pense que quand un joueur décroche, parfois c'est que il est fatigué ou il n'en a rien à foutre, ou c'est pas un problème. Et quand ça commence à devenir un problème pour la table, pour le MJ, pour l'ambiance, pour tout le bazar, il faut se demander pourquoi il décroche. Et c'est souvent parce que, en effet, quoi qu'il fasse, ça ne changera rien à la séance. Et je pense que des scénarios où, si les PJ n'étaient pas là, ce serait pareil. C'est un peu dommage pour un loisir qui nous permet justement, comme Olivier disait, d'avoir une interactivité mais énorme, quoi. D'avoir un moyen d'explorer des situations, des personnages, des endroits comme pas possible, et qu'il le fait non pas par la simple narration, mais par le dialogue. Parce qu'on est tous ensemble en train de raconter, parce qu'on est tous ensemble en train d'apporter quelque chose. Le jeu est intéressant en tant qu'MJ parce que je ne sais pas du tout ce que les personnages principaux de ma fiction vont faire. Alors oui, ça fait peur au début, et du coup on essaye de se blinder, et on se blinde comment? En copiant les autres formes de fiction. Mais c'est pas seulement une forme de fiction, c'est aussi un jeu, ça demande de la participation, de l'échange, parfois un peu de compétition, des objectifs, des méthodes. Et je pense que des scénarios où les PJ, quoi qu'ils fassent, ne changeront rien à l'affaire, c'est des scénarios qui vont complètement à contre-courant de toutes les forces qu'on a dans le jeu de rôle. On a le loisir de fou les gens, et il faut vraiment en profiter à un max, quoi. Voilà. J'espère ne pas avoir perdu tout le monde en cours de route. Des questions? Merci Greg. Je voulais juste demander, mais souvent les scripts ils sont vraiment utiles pour les maîtres de jeu débutants parce que le maître de jeu à la longue il acquiert plus ou moins ses réflexes. Donc il pratique relativement souvent. Oui, alors moi j'ai toujours un avis un peu partagé sur la question. C'est un a priori personnel. J'aime pas trop les scripts pour toutes les raisons. Ouais. Quand je mène un Je dis script... vraiment pour les débutants, parce que personnellement j'ai fait des campagnes entières sans avoir la moindre ligne écrite, mais et on est bien d'accord. Encore une fois, je parle de ne pas faire de script, mais je ne parle pas de pas préparer. Ouais. Je prépare quand même pas mal mes parties.
Même si je n'écris rarement des scripts. Moi aussi, mais je veux dire, j'ai vu des maîtres de jeu qui, au départ, avaient quasiment leur tracé avec le trait tac tac tac, et puis on les revoit une année plus tard, et ben, c'est une ligne où on l'a fait pour se rappeler du nom du jeu. Donc, ouais, on est bien d'accord. Bah, oui, c'est généralement ça, c'est ce genre de campagne ultra préparée, en fait. C'est mon avis, hein, je veux vraiment pas dire que c'est une vérité inébranlable ou quoi, mais j'ai un peu l'impression que quand un MJ comme ça arrive à une table de jeu de rôle, lui il a déjà fini sa partie. Il a déjà joué, il a déjà eu son plaisir, il vient de construire une trame narrative de fou qu'on peut explorer de plein de façons. Et globalement il n'a pas pensé au PJ en fait. Et il s'est sûrement super bien amusé, il a sûrement fait un travail de narration, de taper, mais j'ai un peu l'impression qu'il vient pas pour jouer avec nous, il vient juste nous présenter son truc. J'aime bien des MJ, quand je suis joueur, j'aime bien les MJ réactifs. Quand je suis MJ, j'aime bien les joueurs réactifs pour ça, parce que j'ai envie que c'est ce qui se passe autour de la table, ça le plus mémorable. Pas les 3 mois que j'ai passés à gratter mon cahier. Mais c'est, encore une fois, c'est un a priori. Et mon ennui avec le script, c'est ça, c'est qu'un script induit de base qu'on sait déjà à quoi ressemble la scène de fin. Or, si ça se trouve, Bargul le nécromant, ils vont peut-être le dézinguer à la première scène. Non, c'est clair. Voilà. Et tant mieux, quelque part. Je milite pour les groupes où les PJ peuvent dézinguer Bargul dès la première scène. Je sais pas du tout si ça répond à ta question. Non, mais en fait, je veux placer plutôt ça sur le contexte d'une béquille pour un maître de jeu débutant pour qu'il se retrouve. C'est plutôt dans ce sens-là que je crois que le meilleur être utile. Oui, les scénarios les mieux conçus que j'ai vus, qui sont un peu le meilleur des deux mondes, c'est des scénarios, enfin, à mes yeux, encore une fois, c'est pas... c'est des scénarios qui te présentent un terrain riche, et puis qui t'expliquent ce qui se passerait si les PJ n'étaient pas là. Comme ça, tu sais très bien que cette ligne narrative n'arrivera pas parce que les PJ sont là. Et ces scénarios-là, généralement, placent les PJ, malgré ou pas, au centre des événements. Là, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as quand même des guides, donc tu pourras retomber sur tes pattes. C'est, oui, s'ils n'avaient pas été là, ce PNJ aurait fait ça. Genre, le chef de la méga corpo, s'il n'y avait pas eu ces sales runners qui lui avaient piqué son chip, il l'aurait vendu au plus offrant. Donc, fatalement, il a besoin de ce fric, il va récupérer ce chip, je sais quoi faire. Excuse-moi, oui. Vous avez lu le Dirty MJ de John Wick? Oui. Oui, mais... Parce que... Je suis en fait, parfois j'ai l'impression que je suis en train de devenir la version hippie de John Wick. Je vais expliquer ça après, mais vas-y. D'accord. Non, bon, ma question, c'était parce que je vois que vous avez un point de vue qui se rapproche énormément de lui, justement, de ce côté-là. C'est la chose qui se relève le plus entre vos deux discours, c'est n'imposez pas votre monde aux joueurs, laissez les joueurs au contraire plutôt imposer le leur. Tout à fait. Voire le vôtre, en tant qu'MJ, laissez les joueurs explorer la situation. C'est un truc qui fait extrêmement peur pour un MJ parce qu'il doit, entre parenthèses, laisser les rênes du cheval sur son collet, quoi. Oui, mais malgré tout, ça permet en fait, de mon point de vue, hein, je ne sais pas comment les autres MJ vivent ça, mais moi en effet, le passage de je ne sais pas comment la séance va se terminer, il est arrivé bêtement à l'époque où je devais mener une séance de Feng Shui toutes les semaines, sinon je recevais des menaces de mort dans la boîte aux lettres, et où après 3 mois à ce rythme-là, t'as pas nécessairement le temps de préparer tes scénarios consciencieusement, t'as pas nécessairement les meilleures idées du monde, donc je balançais des points de départ et je savais qu'il y aurait 3 bastons. Et au début, ouais, tu te dis, ça va jamais aller. Ça va jamais. Et puis après, tu apprends à réutiliser les apports des joueurs et en gros à faire ta feignasse, à partager le travail. Je crois que c'est possible et en fait, je pense même, j'ai appris avec Apocalypse World, je tanne tout le monde avec ce jeu, pas parce que je l'ai traduit, c'est dans l'autre sens en fait. Je suis hyper fan de ce jeu et c'est pour ça que je l'ai traduit. Pour décrocher la traduction authentique, j'ai envoyé un mail à l'éditeur en lui disant si quelqu'un est déjà sur le coup, tu me donnes juste un nom et une adresse. Et la semaine prochaine, c'est réglé. Apocalypse World te dit en gros, posez des questions aux joueurs, mais mettez vos sales traces de doigts dessus. C'est-à-dire que profitez des apports de vos joueurs. Si tu demandes à un joueur, voilà, vous allez aller au village de Tildarin, tiens, toi qui es barde, t'es sûrement passé par Tildarin, ça ressemble à quoi? Alors, déjà, première action du joueur, ça doit être
Puis tu le pousses un peu, il va dire, moi je sais pas, c'est un petit village, il y a un bourgmestre, et je suis super connu, tout le monde m'aime bien, parce que c'est un PJ. Et toi derrière, tu récupères ces informations-là, et en effet, le PJ est passé par la village de Tivdara, et en effet, tout le monde l'aimait bien, et puis tu rajoutes ta grosse trace de doigt dessus, quoi. Ouais, mais ça fait quand même 6 mois. Et toutes les gonzesses du village, parce que c'est un gros dragueur le bard, fatalement, qui ont commencé à discuter entre elles, et à se rendre compte que, et donc quand il revient, il a une ligne de bonnes femmes qui l'attendent, ou de mecs, ou les deux, qui l'attendent, et voilà, d'un côté, tu as réussi à utiliser l'apport des joueurs, tu étais complètement crevé, c'était 4h du mat, tu savais pas du tout par quel bout commence à décrire le village. Le joueur te file un petit truc bucolique, tranquille, génial, c'est ce qu'il faut. Puis tu rajoutes un truc dessus parce que t'es quand même les MJ. J'ai envie de dire. Faut quand même que tu t'amuses aussi. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est ça. C'est en tant que MJ, joue aussi pendant, quoi. Vas-y. Oui. Ce que j'aime bien faire en tant que MJ, c'est que d'une campagne à l'autre, une fois qu'on a fini la campagne, je récupère les personnages et ça devient des PNJ potentiels pour la campagne suivante. Et récupérer aussi ce qu'ils ont créé, comme des ordres et tout. Donc, suivant ce qu'ils font, ça peut être très rigolo parce que je rebalance l'ordre. Et ce qui est génial, c'est que, surtout quand c'est d'autres équipes de joueurs, quand tout à coup, il y a un ancien qui vient et qui fait « Ah, mais ça c'est mon perso, c'est moi qui l'avais fait !» Et lui dire « Ouais, bah franchement, ton baron, il prend l'abri de niveau argent. » Il y a des surprises, genre toi aussi t'ajoutes ta trace, genre le mec, comment ça, un saint bourrinator? J'ai été canonisé. Oui, j'adore ça. Les joueurs le prennent comment? Mais ils le prennent assez bien, mais ça les motive en fait à travailler leur personnage et puis à penser pour laisser aussi leur trace mémorable. Et moi je leur dis, faites des choses parce que je vais garder. Peut-être que d'autres joueurs dans la campagne qui va suivre rencontreront vos personnages, entreront en interaction avec, et peut-être que ce sera des personnages à responsabilité qui auront, ou alors qui seront honnis par la moitié du continent. Ça t'arrive de réélire le cycle? Je m'explique, là tu viens de dire, quand la campagne est terminée, les apports des joueurs servent de base à la prochaine campagne. Alors ça m'arrive parfois quand un joueur abandonne un personnage, certains MJ me disent, voilà, je lui invente une mort héroïque. J'ai toujours trouvé ça stupide. Je me suis dit, le joueur qui me dit, tu as abandonné ce personnage, paf, tampon, voilà, terminé. Eh bien, à moi, tiens, la druide que vous n'avez pas rencontrée, eh bien, elle a progressé. Maintenant, elle tient au bosquet. C'est qui le mage lanceur de boules de feu là-dedans? Bon, tu vas passer 3 jours en bonsaï. J'aime bien généralement demander, quand ça m'arrive, c'est assez rare finalement, j'ai rarement vu un joueur abandonner un personnage, généralement il meurt. Ou ils deviennent fous, ou Bossu immortel vénéré comme un dieu par les Yétis, ou ce genre de choses. Ouais, mais quand un joueur décide allez, je mets mon perso à la retraite, ces derniers temps, encore une fois grâce à un peu Kékusor, je lui demande simplement comment est-ce que tu vois ton perso à la retraite. Oh non, il va continuer, c'est un mercenaire, il va pas s'arrêter là, ok, ça va, on risque de le revoir dans une armée en face alors. Ou non, c'est bon, il va aller cultiver son jardin, ou non, il meurt, il se marie. Alors, le joueur qui a des idées, mais pour moi, juste, je dis, voilà. Oui. J'avais une question sur la notion que tu as mise en avant de créer un terrain de jeu. Oui. Que je trouve, c'est en écho à beaucoup de choses que je teste et que je lis. C'est-à-dire, en fait, on continue de scripter les choses, mais on les scripte en termes d'intrigue. C'est-à-dire de mise en tension des choses, plus qu'en termes de scène. Ouais, moi c'est plutôt comme ça que je le fais. Et alors ça pose la question de la publication des campagnes. Parce qu'on s'aperçoit effectivement que les campagnes publiées sont quasiment jamais ce qui a été joué. Et ça pose une autre question qui est, beaucoup d'exemples que tu as donnés, c'est du rapport de force. C'est-à-dire c'est une faction contre une autre, une mafia, etc. Comment tu traites la question des enquêtes ? Quand il y a des sources, des indices, des bons vieux indices à photocopier, genre les masques de Nyarlathotep, etc. Je vais faire bouger tout le monde dans la salle, mais vraiment, j'ai donne. Quand les investigateurs la dernière fois que j'ai fait jouer la Maison Corbite donc le scénario historique de l'appel de Cthulhu avec vous l'avez tous joué ou vous comptez le jouer, j'hésite à spoiler. Mais en gros, les PJ sont envoyés dans une baraque soi-disant abandonnée où il se passe des trucs bizarres pour aller vérifier une histoire de notaire.
On va voir s'ils vont tous y passer ou pas. Comme l'âne. Oui, c'est le premier scénario jamais publié pour l'appel de Toulouse et il se retrouve dans toutes les éditions et il est indéboulonnable. La dernière fois que j'ai fait jouer en conv, ils arrivent dans la bibliothèque et il y a un joueur qui me dit bah, je check la bibliothèque et bah, j'ai sorti les indices. Maintenant, si à un moment ils arrivent dans la bibliothèque et ils me disent bah, je sais pas, je regarde à gauche et à droite, là fais-moi un jet d'objets cachés. Quoi. Mais les indices, généralement, je les donne. Je me suis refait la saga Sherlock, pour ceux qui ont vu. BBC. BBC, bien entendu. Excusez-moi, je suis un sale anglophile. Il y a un truc qui est vraiment marquant dans cette série, c'est que c'est jamais la découverte des indices qui compte. C'est jamais comment Sherlock Holmes va mettre la main sur l'indice parce que, allez, c'est Sherlock Holmes. Quoi. Il regarde ta montre, il sait que t'as 3 gosses, un chien, que t'as eu une pneumonie quand t'avais 8 ans. Enfin... Et généralement, les indices arrivent a posteriori. Voilà. En plus, voilà, il a déjà capté qu'après on te file l'indice. Mais. À part pour la demoiselle. Oui! Cas spécial qu'on va pas s'étendre, on en discutera si tu veux avec derrière la main parce que je suis gros fanboy de plein de choses en fait. Mais en fait dans Sherlock, l'enjeu n'est jamais est-ce que Sherlock Holmes va avoir l'indice. L'enjeu c'est une fois qu'il a l'indice en main, qu'est-ce qu'il va en comprendre et qu'est-ce qu'il va faire avec. Et là ça devient vachement intéressant. Ça c'est un truc, faut que j'arrête de citer des jeux de Vincent Baker. C'est un truc que je ne croyais pas que ça marchait. Avant d'avoir essayé Dogs in the Vineyard, qui est un jeu d'enquête. Des chiens dans la vigne, c'est le jeu le plus abscon que vous avez jamais entendu parler. Vous jouez des cow-boys, des shérifs mormons, dans un Far West fantastique. Tout le monde a bien ça en tête. Donc vous avez en gros 18 ans, un gun et une Bible, et on vous envoie à travers les villages en disant voilà, chaque fois qu'il y a une merde qui se passe dans un village, c'est vous la police. Et c'est vous qui décidez de ce qui est canonique ou pas religieusement. Vous êtes en gros des papes à cheval avec un flingue et une Bible. Confier une autorité absolue à un gamin qui n'y connaît rien, c'est merveilleux. Pour des gens comme moi qui aiment bien balancer des merdes d'OPJ et profiter du spectacle, c'est le jeu idéal. Et dans ce jeu, il y a ce conseil qu'on vous martèle à un moment, c'est vous cachez pas les choses aux joueurs. Vous êtes là justement pour voir ce qu'ils vont en faire. Quand les PJ arrivent dans un village et qu'ils vont interroger le maire et que le maire leur dit et qu'ils demandent alors il se passe un truc bizarre dans le village et que le maire répond alors mon premier réflexe c'est ah non le maire va justement essayer de tout cacher, il va dire non il se passe rien, c'est bon, continuez votre route. Ils vont faire quoi les PJ? Ils vont monter sur leur cheval, ils vont aller plus loin. Non, soit le maire craque. Oh mon Dieu, c'est horrible, il y a du sang qui coule à travers les murs de l'église tous les soirs, un tel a buté un tel parce qu'une telle couche avec lui et pas avec moi. Ou alors, vous faites ce que toutes les fictions font en fait quand on regarde. Le mec il ment, il vous le dit qu'il ment. C'est... Non, il vous dit, non, il se passe rien, et voilà quoi. Hein. C'est genre, ouais, il se passe rien, ouais. Parce que dans les fictions, on le fait ça. Quand un mec ment, il y a la caméra qui se met en angle de biais, il y a le son qui change, il y a l'échelle de plan qui se modifie. Je veux dire, on accentue quand un mec ment dans une fiction. Parce que techniquement, vu qu'on n'a pas tout, on ne sait pas dire s'il ment ou pas. Donc oui, ne cachez pas les infos pendant le scénario d'enquête. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs vont tourner en rond, parce que s'ils n'ont pas trouvé les indices, ils ne savent pas où aller, jusqu'à ce que vous leur lâchiez un os. Et puis ils vont tracer, et on a de l'anti-rythme. On a une grande période de rien avec une explosion à la fin. Alors que si vous balancez les indices, vous allez voir comme partie 110 de l'appel de Toulouse, prenez un indice et balancez-le, vous allez voir, partir démarre. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres questions. Je me proposerais, c'est quand même, on a 4 conférences d'1 heure, là on est arrivé à la 2e, on va peut-être faire une petite pause de 10 minutes, hein. Je regarde les collègues si c'est... Voilà. Donc, les conférenciers sont d'accord. Voilà. Je propose qu'on reprenne à 7h15 ou 19h15. Entre-temps, vous pouvez toujours discuter avec les conférenciers si vous n'avez pas envie de...